bonjour à tous et à chacune. Alors, Thierry le rappelait, effectivement, j'ai le plaisir, la joie de piloter la rédaction d'un mensuel économique qui s'appelle Éco-Réseau Business. Et j'ai la faiblesse de croire que nous participons un peu, à travers ce magazine, au design thinking, dans la mesure où nous suivons, nous alimentons, nous inspirons, j'espère, des milliers d'entrepreneurs, alors entrepreneurs RS/RES, qui nous lisent. Et c'est véritablement à travers cette démarche de co-construction, comme on a désigné souvent le design thinking, que nous agissons à notre modeste place de journaliste. Cette table ronde va réunir en deux vagues plus de 12 intervenants. Alors je dois vous avouer que c'est un peu mon grand débat national personnel, puisqu'il en est beaucoup question en ce moment. Mais comme je n'ai pas le talent d'improvisation d'un certain président, je pense à Thierry Sausset, je vais utiliser ce qu'on appelle en radio un conducteur, parce que j'ai beaucoup de questions à poser à nos intervenants. Un conducteur qui a été d'ailleurs, je le souligne, élaboré en co-construction, encore une fois, avec Claire Bévière du Printemps d'Optimisme, que je remercie beaucoup pour son travail, parce que ça m'a beaucoup facilité le mien. Donc, je vais justement l'utiliser pour appeler dans un instant notre première vague d'intervenants, sachant que je vais essentiellement leur demander de nous parler de concret, de nous dire réellement comment ils mettent en place les processus, que ce soit au sein de leur entreprise ou lorsqu'ils conseillent évidemment cette même approche chez leurs clients. Donc, je vais appeler tout d'abord Catherine Ronge, qui est la patronne de AirPoint with Air. Et je commence par elle un peu en écho à ce que disait Émile tout à l'heure. Malheureusement, entre guillemets, Catherine sera notre seule intervenante pour cette première vague. Bon, il faudra, j'espère que nous serons à la hauteur. Exactement. Exactement. Tout de suite après, bien sûr, Michel Derdevet, le secrétaire général d'Enedis, suivi par Gaël Perdriau, le président de la métropole de Saint-Étienne, dont il est également le maire, bien sûr. Jean-Daniel Muller, le cofondateur de Ciel Bleu. Il nous dira dans un instant pourquoi Ciel Bleu s'écrit avec un S. Sans oublier Karim Benjemia, qui est chez lui, ici, chez EY. Merci beaucoup d'être tous réunis. Je n'ai oublié personne, hein? Non, bon, si j'ai bien suivi mon conducteur. Dans une heure environ, nous appellerons la deuxième vague sur le plateau. On va commencer tout de suite. Moi, je vais prendre... je vais me mettre là, tiens, près d'Émile. Alors, Émile, vous intervenez quand vous voulez, hein, comme l'a dit Thierry tout à l'heure, dans le respect, bien sûr, du timing collectif. Pas de timing. Voilà, c'est ça. Exactement. Alors, on commence avec vous, tout seigneur, tout honneur, Catherine Ronge. Vous avez fondé une société de conseil en design thinking. Alors, c'est toujours un peu gênant parce qu'on a ce TH anglais qui va nous suivre toute la matinée. Chacun va le prononcer à sa manière. On verra d'ailleurs s'il n'y a pas une autre manière d'énoncer la chose, le concept. Et justement, la première question, c'est celle-là. Puisque vous ouvrez les débats, dites-nous ce qu'est le design thinking, que je voudrais bien, moi, appeler le pensée design, comme c'est une expression qui a cours également. Alors, ça vient de la côte ouest des États-Unis, le design thinking. Effectivement, on ne traduit pas en pensée design. On va être obligé jusqu'au bout de porter ce nom design thinking, et je ne vous en voudrais pas si vous écorchez effectivement le TH.
Déjà, je voudrais vous dire que je me réjouis de participer à cette table ronde. D'abord parce que mon métier, et je suis ravie aussi, j'étais passionnée par les propos d'Émile Servan-Schreiber. En fait, moi, mon métier, aujourd'hui, c'est d'accompagner les entreprises dans leur transformation, on va dire, culturelle, pour intégrer des nouvelles méthodes de travail et bien sûr, l'intelligence collective, le design thinking, c'est les deux sujets effectivement que je porte en particulier. Voilà, et ça fait à peu près une dizaine d'années aujourd'hui que j'ai fondé ce cabinet Weaver, qui aujourd'hui rejoint d'ailleurs OnePoint, qui est associé au Printemps de l'Optimisme. Donc le design thinking, j'aurais presque envie déjà de poser la question pourquoi finalement le design thinking, parce qu'on a beaucoup parlé d'intelligence collective, design thinking, et on pourrait se dire pourquoi aujourd'hui ces nouvelles méthodes de travail surgissent, arrivent, se généralisent. Eh bien, il y a plusieurs réponses, selon moi, à cette question. La première, elle est assez simple, c'est qu'effectivement, on est dans un monde qui se complexifie et dont les enjeux, en fait, en particulier environnementaux, sociétaux et bien d'autres, la transition numérique, écologique, etc. Cette complexité du monde fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus adopter les démarches que je connaissais, moi, au départ, quand j'ai démarré ma carrière, notamment dans la R&D. On ne peut plus, effectivement, avoir des démarches qui sont linéaires. On pense pendant longtemps, on développe pendant longtemps, et quand on pense que tout est prêt, effectivement, on lance le produit. On peut plus. Il faut des démarches beaucoup plus accélérées, beaucoup plus, on va dire, puissante, et c'est pour ça que l'intelligence collective est clé pour y arriver. Par ailleurs, aussi, deuxième raison du pourquoi du design thinking, c'est que dans un monde effectivement qui évolue très vite, on essaye tous de se projeter demain, et les entreprises le font, mais si on ne développe pas des organisations qui sont agiles, adaptables, et qui sont un petit peu comme des hors-bords qui vont évoluer très vite, eh bien, je crois qu'un jour, on rentre dans le mur et on voit combien d'entreprises, d'ailleurs, qui n'ont pas su se réinventer. Et pour moi, effectivement, la clé, c'est de développer ces méthodologies parce qu'elles sont profondément évolutives. Donc, très rapidement, une fois, je pense, maintenant que j'ai posé un petit peu le pourquoi, eh bien, le design thinking, c'est une méthode, effectivement, certains disent une philosophie, une approche, une façon de penser qui s'appuie en fait sur les outils des designers et sur, on va dire, toutes les sensibilités des designers qui ont été en fait rassemblées pour résoudre des problèmes. Donc c'est effectivement une démarche d'innovation. Elle a ça de particulier qu'elle s'appuie en fait et qu'elle part des utilisateurs et qu'elle s'appuie sur les usages. J'ai coutume en fait de présenter le design thinking en fait selon 5 grands piliers. Effectivement, le premier axe, et qui s'appuie d'ailleurs notamment sur l'empathie, on en parlait tout à l'heure, c'est de partir des frustrations, ce qu'on appelle les pain points, les problématiques des utilisateurs, des gens pour qui on va innover. Et en fait, toutes ces problématiques sont des terrains de jeu pour innover, sont des opportunités, des territoires effectivement d'invention de nouvelles solutions, de nouveaux services. Donc ça, c'est le premier axe en fait du design thinking. Le deuxième, et là aussi il va à l'encontre en fait de nos méthodologies, nos façons de penser. Moi, qui ai une formation scientifique, je suis d'ailleurs, j'allais dire docteur en physique quantique, je le dis parce que parfois ça surprend. Et je pense qu'effectivement, dans ce type de méthode, il faut des parcours qui sont assez divers et atypiques. Donc le deuxième axe, c'est de savoir mobiliser ses intuitions. Et ça rejoint effectivement l'empathie. Et là, effectivement, on a tous l'habitude, on a tous été formés avec des méthodes assez rationnelles, en particulier dans notre culture française. Et c'est par cette intuition, par cette empathie, par la recherche des émotions, qu'on va être capable effectivement d'aller chercher des idées créatives qui vont sortir du cadre. Donc ça, c'est le deuxième axe. Le troisième axe, là aussi, il va à l'encontre de la démarche très linéaire que j'expliquais tout à l'heure. C'est, comme on dit sur la côte ouest des États-Unis, on dit essayer vite pour échouer vite.
c'est des méthodes effectivement dans lesquelles on va très vite tester une idée, la prototyper. Donc la tangibiliser, et prototype, ça peut être une maquette d'application, ça peut être un parcours d'utilisation, ça peut être une planche qui va décrire un nouveau process. Ça peut être une maquette physique où on va, si on innove par exemple dans des espaces, qui va présenter des nouveaux espaces. On a par exemple accompagné une réflexion sur les établissements de santé de demain. Donc ça peut être de dire comment physiquement sur une maquette on va traduire ces espaces et les parcours patients qui sont à l'intérieur. Donc on va prototyper pour tester très vite auprès des gens pour qui on innove et recueillir leurs retours, leurs insights, comme on dit, pour ajuster en permanence l'idée. Bien sûr, et je ne vais pas revenir là-dessus, mais ça s'appuie sur les pratiques collaboratives et le fait de multiplier les angles de vue avec des gens quand on fait des séances de créativité très divers. Et enfin, là aussi, je l'ai abordé, c'est vraiment des processus très itératifs. On va très vite, on fait de l'idéation, on génère des idées, on les teste auprès des utilisateurs, jusqu'effectivement au produit final. Et puis, si on se rend compte qu'un prototype ne rencontre pas l'adhésion ou la désirabilité attendue, eh bien, on n'hésite pas à très vite changer son fusil d'épaule. Bien, Catherine, vous avez répondu d'ailleurs à la plupart des questions que j'avais préparées, mais à travers vos... Vous voulez dire que j'étais un peu longue, en fait. Vous anticipez, c'est merveilleux. Mais, comme je suis un peu la seule femme, j'ai pris un peu la parole, c'est ça. Au final de tout ce processus, qui prend la décision ? C'est le client, c'est vous, c'est comment ça se passe ? Alors, qui prend la décision ? C'est une bonne question, merci alors, l'avoir posée. En fait, d'abord et avant tout, c'est le collectif. Puisque, on l'a vu, c'est une démarche qui va impliquer un collectif, tant dans des ateliers de créativité que dans les moments où on va tester ces idées auprès des utilisateurs, recueillir leurs avis, etc. Donc, on va dire que c'est d'abord le collectif, évidemment, qui va prendre des décisions avec des méthodes, effectivement, qui vont permettre, après une phase de divergence, de converger. Ensuite, les différentes options qu'on a, on va les confronter en fait à certains critères de sélection justement pour choisir les meilleures idées. Et enfin, à la fin, bien sûr, c'est l'entreprise, c'est éventuellement le collectif managérial qui va prendre les dernières décisions. Mais c'est vraiment le fruit du collaboratif, et c'est ça qui est important. Et très rapidement encore, Catherine, quelle est donc la formation des personnes qui travaillent avec vous ? Puisque vous avez dit que vous étiez normalienne, physicienne. Quel type de profil recrutez-vous ? Alors, on recrute, en fait, on va dire, je vais simplifier, mais 3 grands types de profils. Mais en fait, il faut autant de profils que possible quand on réunit des gens dans une salle, en fait, pour faire de la créativité. Ça peut être des artistes, ça peut être évidemment des ethnographes, des sociologues. Nous, en fait, dans mon cabinet, on a 3 types de profils. On a bien sûr des designers. Et ça, c'est clé parce qu'on ne fait pas de design thinking sans designer. Et souvent, effectivement, je vois des personnes qui s'improvisent. On ne s'improvise pas. Enfin, je pense que vous le disiez, Émile. C'est des démarches qui sont bâties sur effectivement des outils, des principes. Donc, on ne s'improvise pas sur ce type de démarche. Et en plus, c'est des démarches immersives. Il faut en général plusieurs années pour être soi-même en autonomie. Donc, des designers, évidemment. Des profils après école de commerce, école d'ingénieur, et souvent avec souvent des profils mixtes. Et enfin aussi, on a des coachs d'organisation, coachs de dirigeants. Et c'est ce triptyque. Pourquoi coach ? Parce qu'en fait, c'est aussi des démarches très transformantes. Donc le coach, à un moment donné aussi, peut apporter sa pierre à l'édifice. Donc c'est un peu ce triptyque qui fait effectivement la richesse des équipes et qui est clé pour nous pour réussir en fait nos projets. Merci beaucoup, Catherine. Merci. Alors ce matin, on a une grande vedette qui est la ville de Saint-Étienne, avec les entreprises qui vont nous parler de leurs projets dans le deuxième temps de la matinée. Mais nous avons aussi et surtout d'abord le président de la métropole et maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau. Alors ça m'est personnellement très, très sensible parce que, pour la petite histoire, ça n'intéresse personne, mais j'ai passé mon enfance à Andrézieux, vous savez, c'était dans la banlieue de Saint-Étienne, et j'ai connu une ville
comme on pourrait l'appeler noire, non, elle était très industrielle. Bien sûr, il y avait le club de foot, mais il y avait aussi la manufacture des cycles bien connue, qui a disparu. C'est une ville qui a travaillé beaucoup dans des secteurs qui aujourd'hui sont véritablement très ralentis, sinon ont-ils disparu. Et là, j'apprends que vous êtes la ville qui incarne le design thinking, une collectivité qui s'est complètement incarnée à travers cette démarche. Alors, oui, bon. Évidemment, j'ai envie de vous demander pourquoi Saint-Étienne en est arrivé à ce modèle-là et pourquoi vous l'animez à ce point. Oui, bonjour à toutes et à tous. D'abord, je voulais vous dire que vous faites beaucoup plus jeune que votre âge, parce que là, vous me parlez d'un temps que les moins de 40 ans ne connaissent pas. Hein. Ouais. Saint-Étienne n'est plus celle-ci. Il se trouve que, effectivement, le design existe à Saint-Étienne depuis 2 siècles. Alors, il ne s'appelait pas, chère madame, design à l'époque, mais les industriels, les armuriers, les fabricants de cycles, les rubaniers, les passementiers avaient compris que pour que leur production demeure compétitive face à la concurrence qui se faisait de plus en plus féroce, il fallait améliorer à la fois l'ergonomie de leurs produits, s'adapter davantage à leurs clients, aux utilisateurs, et puis embellir leur production. Et ils ont créé tous ensemble, collectivement, l'école privée de dessin, qui est devenue l'école municipale des Beaux-Arts et qui est aujourd'hui l'école supérieure d'art et de design de Saint-Étienne. Quand j'écoutais Émile Servan-Chabert tout à l'heure, je me disais que quand des élus parlent de ville intelligente, souvent on a tendance à se limiter au nombre de capteurs qui sont disposés dans la ville et que ça suffit pour l'appeler intelligente. J'ai compris que, et sa définition m'intéresse beaucoup plus que celle-ci, que Saint-Étienne est une ville intelligente parce qu'elle a cette capacité à faire travailler des acteurs qui, a priori, n'ont pas grand-chose à faire entre eux, pour créer et faire émaner de nouveaux projets. Et face aux défis sociaux, économiques, environnementaux qui sont devant nous, eh bien, la méthodologie du design thinking propose des solutions, des organisations innovantes qui placent l'homme au cœur de la réflexion. À Saint-Étienne, nous avons la chance d'avoir une grande université, 25 000 étudiants, toutes les grandes écoles qui proposent des formations aussi diverses que des écoles d'ingénieurs, d'architecture, de beaux-arts et de design, d'écoles de commerce, avec un tissu de PME et de PMI qui est très dense. On a plus de 30 000 entreprises dans tous les secteurs d'activité, notamment la mécanique et l'industrie. Et la force de Saint-Étienne, eh bien, c'est d'avoir cette capacité à faire travailler ces acteurs ensemble. Et ça débouche sur quoi ? Ça débouche sur un projet que je qualifierais d'intérêt général, même s'il est porté par des entreprises privées, qui est venu suite à une réflexion que nous avons lancée par le Gérontopôle de Saint-Étienne, qui est animé d'ailleurs par 2 professeurs de médecine, membres de l'Académie de médecine, stéphanois, qui ont bien compris, et le plan dépendance pour lequel le gouvernement nous promet une loi d'ici la fin de l'année le met en avant, ces questions de vieillissement, qui sont pourtant quand même sans doute la plus facile à prévoir. Ça fait 30 ans qu'on sait qu'il y aura une catégorie d'âge qui aura plus de 80 ans en 2020. Bon, mais aucun président de la République, aucun gouvernement n'a pris en considération cette dimension. Il a fallu arriver devant le mur pour se rendre compte qu'il était là. Et ce vieillissement, bien sûr, il est progressif. On a la chance de vivre en moyenne de plus en plus vieux, mais avec des questions de dépendance, de perte d'autonomie qui fragilisent finalement la qualité de vie. Et grâce au travail du Gérontopôle, avec EOVI, qui est une grande mutuelle française, dont le siège est également à Saint-Étienne, et le groupe Vinci, en s'appuyant sur la Cité du Design, qui rassemble des laboratoires de recherche avec des designers, eh bien, il a été créé ce qui, après plus d'1 an de travail et de réflexion, d'expérimentation, et pour cela, la Biennale internationale de design qui se déroule actuellement est un lieu extraordinaire pour les entreprises, puisque ce sont 250 000 à 300 000 visiteurs qui vont tester, expérimenter, donner un avis, donc enrichir la réflexion collective.
Et cette cité des aînés, qui est en cours de construction, qui va ouvrir à la rentrée à Saint-Étienne, dont le modèle est reproductible, puisqu'il va ouvrir également à Valence et à Montpellier, maintenant la marque est déposée, eh bien, permet de prendre en compte, à partir de 70 ans jusqu'à la fin de vie, toutes ces évolutions de la dépendance, tout en faisant en sorte que la personne reste complètement membre de la communauté de la ville, un lieu complètement ouvert où la ville peut venir chercher des services dans cette cité, dans cette maison, mais où évidemment les habitants trouvent aussi à disposition tout ce qu'il faut pour pouvoir vivre heureux. Un autre exemple que j'aimerais citer. Oui, un autre seulement. La ville de Saint-Étienne, bien sûr, a une centaine d'écoles pour répondre aux besoins de nos 175 000 habitants, 400 000 habitants dans l'agglomération, dans la métropole. Et donc nous avons réfléchi, quand nous faisons des travaux dans les écoles, avec nos designers, on a la chance d'avoir une pépinière dans notre ville. Et ce qui nous a permis, quand le ministre de l'Éducation nationale a décidé de dédoubler les classes de CP et de CE1, de répondre à cette problématique qui, je pense, est une très bonne initiative, parce que je pense que pour l'apprentissage, effectivement, c'est beaucoup plus pertinent d'avoir des petits effectifs. Et en même temps, à une contrainte financière, parce qu'il est hors de question que la ville double pour autant le nombre de classes dans ses écoles. C'est financièrement et physiquement impossible. Eh bien, grâce au travail, là aussi, de designers, avec les enseignants, avec les enfants, eh bien, nous avons pu développer un modèle qui a été repris par le ministère de l'Éducation nationale, parce qu'il a aussi vocation à pouvoir être reproduit, et qui permet, en pensant différemment, en concevant différemment les espaces, mais également les emplois du temps, eh bien, de répondre à cet objectif de dédoublement de classe pour mieux s'occuper de chacun des enfants, tout en prenant en compte les contraintes des collectivités. Réponse courte, Gaël. Je voudrais toujours aussi concrètement que vous arriviez à nous dire comment vous arrivez à quantifier les effets des choix que vous avez opérés. Non pas sur le plan micro, puisqu'on va avoir quantité d'entreprises stéphanoises qui vont s'exprimer, mais sur le plan macroéconomique. Alors je crois que si aujourd'hui, en 4 ou 5 ans, nous avons plus d'une centaine de start-up qui se sont installées dans le quartier créatif, là où nous trouvons l'université, là où nous trouvons l'école supérieure d'art et design, l'école supérieure d'optique et de vision, mais aussi Manutech, qui est un lieu pour les entreprises absolument fabuleux, parce que ce que vous croyez impossible, ils sont capables de le faire, avec un laser femtoseconde qui est en capacité de réaliser à peu près tout ce que vous voulez, pour peu qu'on prenne le temps d'y réfléchir. Et je voudrais revenir sur... voilà, donc on est effectivement dans les locaux de Manutech, mais peut-être sur la photo précédente, qui montre également ce que nous faisons avec les designers et les entreprises, les PME et PMI, sur l'espace public, où nous concevons, ils conçoivent, du mobilier urbain que nous installons dans les différents quartiers de la ville, qui sont donc testés et très vite appropriés ou pas par les habitants, mais c'est eux qui donnent la réponse également de la viabilité économique des produits, et qui ensuite sont testés également par les cantonniers de la ville, parce qu'il faut bien les entretenir, ces matériels, et qui permet ensuite aux industriels de les rentrer dans des catalogues. Pour répondre à votre question, il est difficile de dire le chiffre d'affaires que cela représente. Ce dont je suis certain, c'est que si nous sommes en train de construire un troisième incubateur pour accueillir une cinquantaine de start-up supplémentaires, parce que les 2 premières tranches sont remplies, c'est que ces jeunes chefs d'entreprise ont compris que le design apportait une dimension supplémentaire à leur entreprise et qu'il était plus facile de le trouver à Saint-Étienne que dans d'autres métropoles. Et les chefs d'entreprise que vous allez écouter tout à l'heure, avec Fabrice Romano Caranova, qui est une start-up qui est née des compétences dont je viens de parler, stéphanoise, ou bien Madame Ducotet, PDG de Tuan, qui est une entreprise séculaire stéphanoise, eh bien vous verrez que, quel que soit le secteur d'activité, quel que soit l'âge de l'entreprise, quand le chef d'entreprise a compris ce que le design
produit où le design thinking pouvait apporter à l'entreprise, à ses salariés, à la vision de l'entreprise et pour son avenir, eh bien, elle n'arrive pas à s'en défaire. Et le meilleur moyen de faire entrer son entreprise dans le design thinking, c'est de faire appel à la Cité de Saint-Étienne. Merci Gaël. Alors, le monde est petit puisque votre voisin Michel Derdevec, qui est le secrétaire général d'Enedis, alors rappelons quand même, Michel, que Enedis c'était ERDF. Avant, on parlait quoi? D'Électricité de France, hein, on parlait d'EDF. Avant 2008, c'était EDF qui assurait les distributions. Voilà, c'est ça. Et je vous disais que le monde est petit puisque, Gaël, vous étiez un de ses collègues au sein de l'ancienne entité. Hein, c'est ça. Alors, vous, Michel, vous allez rigoler un peu en écoutant tous les intervenants, puisque vous nous dites gentiment, mais moi, le design thinking chez ERDF, Enedis, EDF, je le connais depuis un grand moment. Non, en fait, bonjour à toutes et à tous. Non, quand on a travaillé sur cette table ronde avec Catherine et Olivier, je leur ai fait part du fait que sur les anglicismes, je suis un peu comme les fake news, infox, celui que connaît bien Thierry. Je me méfie de termes qui parlent, mais qui en même temps peuvent aussi ne pas parler. En gros, la boulangère de Béziers chez moi ou de Saint-Étienne, il faut qu'on lui raconte une histoire sur la transformation de la société et des entreprises. Et cette histoire, elle comprendra peut-être le terme co-construction. Mais design thinking à côté, ça peut parler à nous, entreprises technologiques, aux brillants consultants d'EY. Mais au-delà, faisons attention. Je vous donne un seul exemple. En 2008, le président Obama invente le mot smart grid. Et il invente le mot smart grid, pourquoi? Parce qu'il dit, je vais, avec mes entreprises technologiques américaines, notamment les GAFA, ringardiser les vieilles entreprises électriques de tout le monde entier en inventant le concept de réseau intelligent. Et il fait venir à la Maison-Blanche des entreprises électriques américaines, mais aussi des télécoms, mais aussi des fameux GAFA, et plus la commission de normalisation. Il dit au président de la commission de normalisation, inventons la norme sur les réseaux intelligents de demain, les smart grids, nous permettant de dominer le monde. Donc derrière les concepts et les mots, il y a souvent des volontés de puissance. Et donc ça veut dire que moi je suis tout à fait adhérent en pratique de design thinking à Enedis, je vous dirai un petit peu comment. Et en même temps, le mot co-construction, intégration du point de vue des parties prenantes, raisonnement ouvert à l'ensemble des clients, entre guillemets, puisqu'un service public n'a pas que des clients, il a aussi une utilité sociale, c'est un peu ce que je pousse dans la capacité à embarquer l'opinion. Thierry l'évoquait tout à l'heure, on est dans une société aujourd'hui en France où il faut qu'on se soucie d'avoir des messages et un discours auprès des 65-66 millions de Français, et avec donc dès lors une vulgate et un propos qui soit compréhensible. Donc c'était Michel, un petit peu ma remarque introductive. Comment pratiquez-vous cette co-construction chez Enedis? Alors d'abord, le terme design thinking est arrivé à un moment, alors ça c'est une page de pub autorisée par la publication, puisque c'est un livre qui date d'il y a 2 ans et qui s'appelle « Pour des réseaux électriques solidaires », que j'ai commis avec un historien, un économiste, Alain Beltran et Fabien Roch. Derrière le mot solidaire, il y a le fait qu'on est effectivement, vous le rappelez Olivier, une vieille entreprise, bâtie d'ailleurs il y a 73 ans par une loi votée le 8 avril 1946, qui a mis sous pilotage de l'entreprise EDF le réseau de distribution français, concession de collectivité, mais avec l'idée qu'on était plus fort si on faisait une dimension publique nationale dans le développement, dans l'électrification rurale, dans un certain nombre de grands chantiers que la France avait à la libération. Cette notion de solidarité, elle est aujourd'hui centrale. Et dans tout ce qu'on peut penser pour l'avenir d'Enedis en termes de design thinking, ne tombons pas dans l'effet de mode qui consisterait à avoir la transition énergétique uniquement dans le local, dans des approches auto-centrées, dans des territoires fermés sur eux-mêmes. Sinon, on va bâtir, certes, des territoires à énergie positive, pour reprendre les termes européens, des communautés énergétiques citoyennes, mais avec le risque qu'on additionne des territoires à la Trump, avec des murs autour de nos villes, de nos métropoles, de nos départements, de nos régions. C'est pas ça. Il y a 100 ans, quand les réseaux ont été pensés de manière assez saint-simonienne, on a pensé solidarité, échange, connexion, interconnexion. Dans l'Aude, l'hiver dernier, quand il y a une pluie dévastatrice, l'Hérault, les Pyrénées-Orientales et d'autres départements limitrophes aident le département de l'Aude à rétablir son alimentation électrique. Et donc, ça veut dire faisons attention à ce phénomène d'atrophie, de recul sur soi-même, qui pourrait être perçu comme moderne. C'est pas moderne.
penser des réseaux de manière solidaire, c'est ça qui donne un plus à la société. Pour revenir sur le design thinking, comment on le pratique ? Dans notre industrie, à partir de 2011-2012, on a eu un croisement entre la transformation écologique, le rôle central des réseaux, plus l'arrivée du numérique, du digital, à vitesse grand V. Aujourd'hui, Enedis, c'est 600 millions d'informations véhiculées par jour sur le système d'information de l'entreprise. Demain, quand le compteur intelligent sera déployé en 2021 dans l'ensemble du pays, c'est 3,4 milliards, 3,5 milliards d'informations par jour. Donc on voit qu'il y a une disruption, mais considérable, dans le volume d'intelligence embarquée par le réseau. Qu'est-ce qu'on en fait ? Ou plutôt, comment on conçoit ces transformations ? Émile Servan-Schreiber l'évoquait tout à l'heure, ça passe par l'intégration de l'ensemble des parties prenantes, donc par le fait qu'on n'est pas sur un sujet uniquement pour des ingénieurs ayant fait Supélec et pouvant penser le bien et l'utilité sociale du réseau pour tout le pays. On voit bien qu'il y a nécessité de penser ce réseau par rapport à un point de vue de sociologues, de géographes, des gens qui vont nous faire comprendre comment le client, l'utilisateur change. Je vous donne un exemple. Moi, il y a 5 ans, 10 ans, j'ai écrit des articles, des bouquins sur le consommateur intelligent, consommateur acteur. C'est un discours qu'on employait. Mais ça ne se décrète pas. Ce n'est pas en claquant les doigts. Donnera-t-on au consommateur de demain un compteur avec toutes les fonctionnalités ? Quelle est la vitesse de prise en main ? Quelle est la capacité à utiliser les fonctionnalités ? Comment on évite dans un pays comme la France que tel ou tel outil soit à destination de quelques bobos de 20 métropoles ou 20 Singapour, et qu'au fin fond de nos territoires, il y ait des gens qui ne se sentent pas complètement à l'écart de ces changements, c'est un sujet de politique publique. Donc ce n'est pas un sujet industriel, ce n'est pas un sujet économique, ce n'est pas un sujet technique, c'est un sujet de vision de la société. Comment on intègre ça ? On intègre ça encore une fois par une diversité, le mot est employé tout à l'heure, diversité des concours, des analyses, des points de vue, et diversité dans le fonctionnement interne. Nos modèles anciens étaient les modèles de divinité technologique qui partaient d'en haut et qui transmettaient le savoir de manière assez descendante vers l'ensemble des centres de pilotage locaux. Ça ne peut plus marcher comme ça. On a mis en place il y a 4-5 ans une démarche interne d'innovation basée sur un concours, Victoire de l'innovation, où l'ensemble des salariés de l'entreprise qui ont d'abord posté des projets innovants dans un outil qu'on appelle la ruche, développent, challenge ces projets entre eux. Et puis on fait un concours annuel où on sélectionne par différentes catégories les projets les plus innovants émanant des salariés. Mais si on avait été que avec des salariés, ça aurait été un peu court. Donc on a en parallèle ouvert un concours vers les startups, les PME qui irriguent nos territoires et qui elles-mêmes travaillent sur nos problématiques. Les sujets qui sont les sujets industriels d'Enedis, ce n'est pas les sujets qu'on travaille uniquement à l'aune de nos 38 000 salariés. C'est aussi, et je suis moi très optimiste, pour reprendre le thème de ce printemps comme Thierry, aujourd'hui la France elle est très belle de start-up, de PME qui travaillent sur des sujets lourds pour l'industrie, et l'irrigation entre les grands groupes et ce tissu-là, c'est un sujet central. Concours innovation, le premier il y a 5 ans, on se disait il y aura peut-être 15-20 PME qui vont rentrer dans la démarche, 300 candidatures. Ça veut dire que quels que soient les territoires, quelles que soient les régions françaises, on a eu de la qualité des projets, des créateurs qui étaient prêts à rentrer avec nous en co-construction. Voilà, ça c'est un changement aussi fondamental et que moi j'ai perçu, Gaël était dans l'entreprise à ce moment-là, au tournant des années 2010-2012, où on a vu ces modifications arriver et qui, à mon avis, ne vont pas s'arrêter. Nous ne sommes pas dans un effet de mode. Ce dont nous débattons aujourd'hui, c'est un changement structurel, fondamental. Et si les lignes de force évoquées par Émile tout à l'heure, les changements profonds, décentralisation, ce que j'ai compris, lâcher prise du niveau central, donner plus de responsabilité à l'ensemble des collaborateurs et à l'ensemble du management intermédiaire, si on ne le fait pas, à ce moment-là, je pense que ces structures sont extrêmement fragiles. Parce que des grandes entreprises comme ça, elles doivent se mettre en schéma d'auto-transformation, d'auto-révolution, j'emploie le mot, pour arriver demain à être au rendez-vous des attentes. Michel, je vais sacrifier quelques questions, évidemment essentielles, pour donner la parole à Émile, qui en a une autre, également capitale. J'ai une remarque, parce que le mot diversité a été mentionné plusieurs fois. Et en fait, il y a quelque chose de très important, c'est que ce n'est pas simplement quelque chose de sympa, la diversité. C'est quelque chose de mathématique. C'est-à-dire qu'on sait que toutes les formes d'intelligence sont quelque part issues de la diversité.
Et il y a un théorème mathématique qu'on connaît maintenant depuis quelques années, qui s'appelle le théorème de la diversité, qui a été inventé par un scientifique, découvert par un scientifique américain. Le théorème de la diversité nous dit que la performance d'un groupe est égale à l'expertise moyenne des intervenants dans le groupe, plus la diversité des opinions dans le groupe. C'est-à-dire que plus les gens ont des opinions différentes, plus on va augmenter la performance. Et ce n'est pas simplement quelque chose de sympa, c'est quelque chose de purement mathématique. Qu'on retrouve aussi, si vous me permettez, à travers le fait, bien entendu, de passer d'une logique classique où les sachants, ce sont ceux qui ont 20 ans ou 30 ans d'expertise et qui arrivent quelqu'un avec tout le savoir-faire, mais où on est capable d'être interpellé par la jeunesse de collaborateurs qui arrivent dans un dispositif et qui vont peut-être bousculer un petit peu les montagnes. Donc c'est aussi un autre élément de la diversité. Merci beaucoup, Michel. Je vais rebondir, puisqu'on vient d'entendre... Alors, applaudissez quand même, Michel, je ne vais pas le priver des applaudissements, mais puisque nous, on vient de parler de l'intégration du design thinking dans un grand groupe à portée nationale, je voudrais, à titre exceptionnel, appeler Muriel Garcia, qui devait nous rejoindre un tout petit peu plus tard. Mais il me semble logique, puisque vous avez au sein de Innovacteur, qui est une association, travaillé au sein de la Poste, qui est donc un autre grand groupe, évidemment, à portée nationale. Et vous allez, ce que je veux vous demander, c'est pourquoi, pour vous, le design thinking n'est pas une fin en soi. Alors, ce n'est pas une fin en soi dans le sens que, vu d'Innovacteur, par rapport à la démarche d'innovation participative, qui est une démarche centenaire et en pleine forme, eh bien, les pratiques et les usages changent. Et le design thinking fait partie des outils aujourd'hui qui ont, sur lesquels on fait du buzz et sur lesquels on met en avant des pratiques. Et je dis toujours, attention, point de vigilance. On est un peu victime aujourd'hui du buzz médiatique. Alors, je fais un peu le poil à gratter, je suis désolée. Non, mais bien. On est un peu victime du poil du buzz médiatique. Et du coup, un concept qui a de très belles vertus et une très belle efficacité, à un moment donné, est fragilisé, voire est détruit. J'en veux pour preuve, aujourd'hui, l'entreprise libérée. On en a beaucoup parlé. C'est un concept... Sans hiérarchie, sans... Voilà, c'est l'autonomie, la prise d'initiative. Ça a débuté dans les années 80, ça a été mis en lumière par Tom Peters en 93. On a fait beaucoup de retours d'expérience avec Favi et les biscuiteries Poult. Et puis aujourd'hui, il y a eu beaucoup de buzz médiatique, il y a eu beaucoup d'agitation commerciale aussi, je dois le dire. Je vais dire ça de manière tout à fait douce. Et puis au final, aujourd'hui, est-ce qu'on parle encore de l'entreprise libérée ? Plus vraiment. D'ailleurs, il y a un article dans Entreprise et Carrière qui est sorti cette semaine. C'est un hebdo spécialisé sur les RH et qui dit la fin des entreprises libérées. Et en malheureusement faisant la conclusion que les Poult aujourd'hui ont renoncé à ce concept, alors qu'ils en ont fait un emblème. Voilà. Donc c'est ça le danger aujourd'hui, c'est faire du buzz, s'engouffrer, et du coup, un point d'attention, finalité n'est pas moyen. Un outil, c'est un moyen, ça sert à quelque chose. Et on a répondu en amont à la question, pourquoi faire ? Et ensuite, effectivement, on utilise le bon outil. Et donc, pour moi, le design thinking, c'est de la créativité, mais en musique, autour des usages, autour, effectivement, d'un parcours utilisateur, autour, effectivement, d'un prototypage. Et donc, un aussi des principes fondamentaux de l'innovation participative, c'est la capacité de mettre en œuvre, d'avoir le droit à l'erreur, de se tromper et de pouvoir recommencer. Et donc, le design thinking, c'est une démarche qui est merveilleuse. Ça met au cœur la compétence créativité. Et la notion de compétence est aussi importante parce que quand on parle de communauté collaborative ouverte, avec des outils pour animer, accompagner et avoir des résultats tangibles, eh bien, c'est la compétence de la créativité et donc l'intelligence humaine. Alors, question concrète à nouveau. Yes. Le PDG de La Poste, Philippe Val, parle d'innovation pour tous, partout, etc. Dites-nous comment vous avez introduit du design thinking à La Poste, avec un exemple concret, si possible. Alors, déjà, l'innovation, vous avez repris son leitmotiv, par tous, pour tous et partout, c'est très important. Ça veut dire que
tout le monde est en capacité de pouvoir innover. Donc, il y a ce qu'on appelle parfois de manière un petit peu tronquée les boîtes à idées. Ça n'existe plus, les boîtes à idées. Aujourd'hui, ce sont des plateformes collaboratives ouvertes. N'importe qui peut déposer dans l'entreprise une idée. Elle est accessible par tous, on peut rebondir sur l'idée et on peut voter sur l'idée. C'est ce qu'on appelle l'amélioration continue. C'est chez nous l'expérience opérationnelle et la satisfaction client. Et on produit à peu près 3000 idées par an avec un taux de mise en œuvre de 60%. Ensuite, vous avez ce qui touche l'innovation collaborative ouverte. Alors, je l'appelle comme ça de manière un peu simplifiée. Et en fait, c'est l'ensemble des collaborateurs qui, potentiellement, là où ils sont, peuvent participer à des communautés pour innover. Et donc, c'est l'innovation territoriale, c'est l'innovation liée à la société, donc tout ce qui touche à l'ESS, par exemple. Et puis, c'est l'innovation managériale. La Poste a été un groupe qui, en 2014, a mis en place une démarche participative où 150 000 postiers ont participé à 45 000 ateliers pour produire des idées sur la définition de la stratégie. Donc ça, c'est un exemple très concret. Innovation dans les territoires où on fait du design thinking, c'est par exemple Geoptis, qui est un produit imaginé par un utilisateur de véhicules de la Poste qui tout d'un coup se dit mais tous les jours je roule sur des routes qui sont endommagées, si je mets une caméra embarquée dans mon véhicule, je suis capable de collecter des données et de les transmettre en temps réel. Donc dans un premier temps, il y a l'idée, et dans un deuxième temps, il y a effectivement le travail autour de l'idée avec toutes ces méthodes et outils. Ensuite, il y a tout ce qui touche à l'innovation produits et services, et là on est plus dans l'innovation disruptive. Donc là, par exemple, on a un incubateur dans le nord de Paris qui s'appelle Yellow Vision et qui travaille avec des startups, des designers, des spécialistes sur de la conception de produits. C'est par exemple le vélo connecté en location longue durée. C'est par exemple la tablette ardoise. La tablette ardoise, c'est une tablette qui est, ergonomiquement conçue pour l'usage des seniors, donc simplifiée, et qui répond à des besoins spécifiques seniors. La visite chez les personnes âgées, c'est aussi c'est aussi le fruit d'un travail autour du design thinking par rapport à l'évolution du métier des facteurs, car comme vous le savez, le courrier est en perte de vitesse, et donc un des enjeux forts du groupe La Poste, c'est d'avoir des activités nouvelles et des relais de croissance, et notamment on a investi le champ de la silver economy. Et en utilisant le tiers de confiance qui est le facteur, puisque nous sommes entreprise reconnue d'utilité, et donc le facteur a une cote d'amour auprès de la population qui fait qu'effectivement, lui seul peut utiliser Factéo, peut vendre de l'ardoise et peut apporter, livrer des médicaments à domicile, installer des compteurs aussi. Voilà, il y a une variété de services offerts. Alors ça, c'est pas fait de manière simple, on est bien d'accord, parce qu'il y a 70 000 facteurs et donc c'est une évolution du métier. Et par ailleurs, je le dis tout doucement, ce qui se faisait gracieusement devient un service payant, donc c'est aussi une autre approche. Voilà. Et puis il y a l'intrapreneuriat aussi que je n'ai pas trop évoqué. Alors l'intrapreneuriat, c'est la possibilité offerte aux collaborateurs de pouvoir déposer en équipe une idée qui va devenir un projet avec un niveau d'exigence qui est que ce soit du business à terme. Et donc, il y a un parcours extrêmement sélectif. Il y a des thèmes au départ. Vous déposez votre idée. Vous devez obtenir 500 commentaires et votes de collaborateurs ou de pairs sur le sujet. Donc, vous avez franchi une première étape. La deuxième étape, vous partez en bootcamp et vous allez construire votre business model pour voir la viabilité du projet. Là, vous pouvez soit continuer, soit arrêter. Et puis ensuite, si votre idée est validée, votre idée projet est validée, à ce moment-là, vous êtes détaché de votre job et vous pouvez la mettre en œuvre avec votre équipe. Vous avez un budget et vous êtes vous devenez entrepreneur au sein du groupe. Ça s'appelle 20 projets pour 2020. Il y en a 3 par an. Et pourquoi 20 projets pour 2020 ? Parce que notre plan stratégique, c'est la Poste 2020, reconquérir l'avenir. Et donc, notre président a souhaité que chaque année, dans le cadre de ce dispositif d'entrepreneuriat, il y ait 3 projets entrepreneurs qui soient validés et mis en œuvre. Alors là aussi, il y a du plus et il y a du moins, dans le sens où
tout le monde n'est pas entrepreneur. Donc, il y a des gens, des équipes. Il y a eu 15 projets au final qui ont été sélectionnés puisqu'on est au 5e exercice. Il y a des personnes qui renoncent. Finalement, elles vous disent de manière très spontanée, j'ai mis à disposition ma belle idée, mais finalement, je préfère rester sur mon job. Il y a aussi l'idée qui est une fausse bonne idée, et donc quand elle a tout le parcours sélectif, et au moment où on travaille le sujet de manière approfondie, on ne rencontre pas son marché, donc on arrête. Il y a une idée qui prospère, et donc par exemple, ça s'appelle Triberty, et en fait, dans le cadre du plan Vigipirate, lorsque vous êtes à l'aéroport et que vous avez des objets qui ne passent pas le contrôle, généralement, ils passaient à la poubelle. Et donc là, le postier a eu tout simplement l'idée de dire, vous avez la possibilité de mettre votre objet dans un paquet et la poste vous le livrera chez vous à votre retour. Et ça a fonctionné du tonnerre de Dieu. Donc, il cartonne. Et je vais arrêter là parce que je crois que... Il y a des signes cabalistiques qui ne trompent pas. Hein. Merci beaucoup Muriel pour votre intervention. Alors, je me tourne vers le local de l'étape, Karine Benjemia. Vous êtes chez vous ici, chez EY. Tout à l'heure, Jean-Pierre Le Tart nous a parlé de terrain de transformation et d'innovation. Quand je vois vos titres, responsable de la practice analytics et de la data science au sein de la practice stratégie marketing et innovation, je suis inquiet là. Alors, vous avez raison d'être inquiet. Dites-nous tout. Non, je suis. Alors, il y a un bug. Non, je suis responsable effectivement des sujets d'innovation et de transformation digitale pour EY. Voilà. Très bien, ça passe mieux comme ça. Plus clair. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est et que faites-vous? Alors, c'est deux sujets qui sont la préoccupation un peu de tous nos clients, qui sont les entreprises de toute taille, de tout secteur, mais aussi évidemment les acteurs du public, les grands opérateurs de l'État. C'est des sujets qui sont évidemment éminemment complexes. Voilà. Innover, se réinventer en permanence, se transformer en permanence, c'est extrêmement compliqué parce que on est dans un monde de plus en plus complexe, la technologie va de plus en plus vite, il y a des disruptions concurrentielles, réglementaires qui arrivent de tous côtés. Il y a un gros sujet lié évidemment à l'humain, et c'est une partie des propos de cette matinée, qui est comment je fais pour mobiliser des organisations, des talents, pour innover et me transformer en permanence. Donc, comment on a investi ces sujets, qui sont complexes? On les a investis à 3 niveaux. Évidemment, on s'est renforcé avec pas mal de compétences nouvelles, diverses, pour répondre à ces questions qui ne sont pas l'affaire d'une compétence ou d'un talent en particulier. Voilà. Il y a ces dernières années beaucoup de gens qui nous ont rejoints, qui ont apporté une compétence autour de la technologie, autour de la data, qui sont évidemment des sujets extrêmement importants pour pouvoir tirer le plein potentiel des opportunités qu'amène le digital. On a aussi beaucoup de gens qui nous ont rejoints ces dernières années pour nous aider à développer nos compétences et nos savoir-faire en termes de stratégie digitale, comment on donne du sens, comment on met en cohérence des ruptures technologiques avec une vision stratégique pour une entreprise. On s'est également renforcé sur la dimension transformative et le design a une part belle dans cette partie-là. Donc on a des service designers qui nous ont rejoints, on a des coachs agiles qui nous ont rejoints. Et au fond, le deuxième axe sur lequel on a investi, et ça fera écho à ce qu'Émile disait il y a un instant, avoir toutes ces compétences-là ne suffit pas à répondre aux questions d'innovation et de transformation, en tout cas pour les mener de façon profonde. On a besoin de mobiliser toutes ces énergies. On a besoin de les orchestrer pour effectivement répondre à ces défis qui sont les défis les plus importants de nos clients. Et donc on a investi beaucoup en capital intellectuel, en méthode, pour articuler, orchestrer ces nouveaux talents qui nous ont rejoints avec les talents évidemment de nos clients, avec les startups, avec tout l'écosystème des partenaires avec qui il faut innover et transformer. Et évidemment, à nouveau, on a mis le design au cœur de tout cela. Le design, ce qui nous a intéressé dans le design, qui est effectivement une méthode qui existe, un ensemble de méthodes qui existent depuis longtemps. Ce qui nous a intéressé, c'est le design comme effectivement méthode créative
pour résoudre un problème. Mais ce qui nous a intéressé aussi, c'est comme méthode ou philosophie qui permet effectivement de mobiliser les intelligences collectives pour répondre à un problème qui est complexe et qui ne se résout pas avec un seul type d'expertise ou de compétence. Le troisième sujet sur lequel on a investi, et il y en a il y a quelques photos là, et je fais deux secondes de réclame. On a investi dans des lieux, et ça c'est un investissement mondial. Donc il y a une vingtaine de lieux mondiaux qui ont émergé, des lieux qui sont dédiés justement à l'innovation et à la co-création et à l'intelligence collective. Ici à Paris, notre lieu se décompose en deux parties. On a 600 mètres carrés qui est au 17e étage de cette tour. On a une 60aine de collaborateurs, à la fois ces nouvelles compétences dont je vous parlais, des développeurs, des architectes, des data scientists, des designers, qui travaillent de pair avec des consultants, des auditeurs, des fiscalistes, des juristes pour améliorer les offres, transformer les offres sur lesquelles qu'on porte auprès de nos clients et aussi pour innover et développer des solutions pour le compte de nos clients. Donc on a ce lieu-là et on a 100 mètres carrés au 27e étage de la tour, qui est un espace qui s'appelle le Wave Space Cube, qui est dédié justement à l'animation, à la co-création et à la réalisation d'ateliers de co-création avec nos clients, avec les clients de nos clients, pour faire de la culturation, pour justement répondre à des questions complexes. Pourquoi avez-vous appelé ces lieux des waves, donc des vagues? À quelle idée ça correspond? Alors, il y a deux idées qu'on a voulu véhiculer au travers de cette symbolique de la vague. La première, c'est, au fond, c'est ce monde qui devient de plus en plus complexe avec ces vagues de ruptures technologiques extrêmement fortes, extrêmement rapides qui arrivent. Ce monde extrêmement complexe, comment on peut aider nos clients à surfer sur ce monde-là, surfer sur cette vague-là. Ça, c'était la première idée, donc plutôt tournée vers comment naviguer dans ce monde complexe. Et la deuxième idée, elle fera aussi écho à un certain nombre de propos qui ont été tenus ce matin, c'est au fond comment on fait pour créer cette vague de l'intelligence collective, comment on fait pour justement capter toutes ces opportunités de ce monde digital, comment on fait pour mobiliser toutes ces compétences et créer cette vague entraînante qui va pouvoir aider nos clients à se transformer, à innover en permanence. Intelligence collective, ça fait plaisir à Émile Servan-Schreiber. Est-ce que c'est pour vous, Émile, un cas d'application typique de ce que vous développez dans Super Collectif? Ce qui me paraît important, c'est ce mot orchestré. Il y a une phrase avec laquelle je démarre le livre, d'ailleurs, de Pierre Teilhard de Chardin, qui dit « Rien dans l'univers ne saurait résister à un nombre suffisamment grand d'intelligence groupée et organisée. » Donc c'est exactement ça dont on parle dans les entreprises. On a le nombre. Il s'agit d'organiser ces intelligences en se souvenant que dans un seul cerveau humain est capable de plus d'opérations par seconde que 30 supercalculateurs chinois dernier cri. Donc encore aujourd'hui, ce potentiel d'intelligence est, malgré tout ce qu'on entend sur l'intelligence artificielle, est quand même, pour utiliser un mot anglais, unmatched. On est très très loin. Ben oui, bien sûr, c'est rassurant, et ça veut dire qu'il y a un potentiel là inexploité, qu'il s'agit, avec ces nouvelles façons d'orchestrer et de s'organiser ensemble, avec des hiérarchies toujours, pour revenir à cette histoire d'entreprise libérée, je suis absolument d'accord avec l'intervenante précédente. Il n'y a pas de système intelligent aujourd'hui qui ne soit pas organisé de façon structurée, modulaire, hiérarchique. Le seul problème avec la hiérarchie, c'est qu'il faut éviter que tout vienne d'en haut vers le bas. Et il faut au contraire que la tête soit alimentée par l'information qui vient du bas. Voilà. Et en général, d'ailleurs, tout en haut on est d'accord, tout en bas on est d'accord, au milieu parfois ça coince. Et c'est ça qu'il s'agit d'organiser mieux. Voilà. Merci beaucoup Karim, en tout cas, et pour votre hospitalité et pour votre exposé. La parole passe effectivement à Jean-Daniel Muller.
Bonjour. Avec Claire, on parlait de respiration sur l'ensemble de cette matinée, puisque vous allez nous raconter une très belle histoire finalement. Alors j'avais prévu de commencer à la raconter, mais vu le temps court qui nous est imparti, vous allez le faire vous-même. Je note simplement que Jean-Daniel Muller, qui est donc le créateur avec Jean-Michel Ricard, c'est ça ? C'est ça. De cette belle histoire qui s'appelle Ciel bleu avec un S, vous allez nous dire pourquoi. Vous êtes aussi, et ça va faire plaisir à Gaël, Chief Optimist Officer, ça c'est du titre, de la ville de Strasbourg. Alors, en 2 mots simplement, dites-nous ce que c'est qu'un Chief Officer d'une ville. Oh bah c'est une nouveauté de la ville de Strasbourg qui a lancé une campagne sur l'europtimisme, voilà, pour présenter la ville de Strasbourg différemment et dire qu'elle a plein d'atouts comme Saint-Étienne. Et en fait, ils m'ont demandé de faire partie effectivement des 7 ou 8 personnes qui portent ce sujet et qui essayent comme je vais le faire ce matin. Donc j'essaie d'être un europtimiste en présentant cette conférence. Alors l'histoire de Ciel bleu. L'histoire de Ciel bleu, moi d'ailleurs je suis très content d'être là, surtout que je ne savais pas du tout ce que c'était le design thinking avant ce matin, donc ça c'est déjà une première chose. Donc j'étais d'abord un peu étonné quand on m'a demandé de venir intervenir. Maintenant je comprends mieux sur la co-construction et tout ça, comment ça se passe. Voilà. Alors Ciel bleu, d'abord Ciel bleu avec un S, parce qu'on n'est que des profs de sport, parce que je suis sorti de STAPS il y a 22 ans, donc Ciel bleu je ne savais pas forcément comment ça s'écrivait. Non, c'est parce que ça voulait dire sport, initiative et loisirs. Donc voilà, après on s'est dit qu'on allait enlever l'acronyme et que Ciel bleu, un petit coin de Ciel bleu, c'était plus sympa et que ça passait très bien. Et depuis, effectivement, on a gardé Ciel bleu. Donc j'étais sur les bancs de la fac avec Jean-Michel Ricard, étudiant il y a 22 ans déjà. On est sorti de nos études. Et en fait, on a fait un stage auprès de personnes âgées. Alors, il n'y avait pas encore de cité des aînés. Hein. Hélas, c'est très peu de choses faites en direction de nos aînés. Et on s'est intéressé pendant un stage à ces personnes âgées. On est allé faire un stage auprès d'eux. Et on leur a demandé ce qu'ils avaient envie de faire, d'abord. Donc, ils nous ont sorti des choses assez surprenantes, de l'autodéfense, des choses comme ça. Parce qu'on pensait arriver avec de la gym douce, c'est des choses tout à fait classiques. Et donc, on a dû, par ce biais-là, créer des nouvelles choses, créer de nouvelles activités. Et puis, à la fin de notre stage, ils nous ont dit, surtout, ne nous abandonnez pas, revenez en septembre, il faut qu'on continue. Alors là, on est allé voir les maisons de retraite. D'abord, on a créé une association avec des amis et on a cofondé Ciel bleu. Et puis, une association parce que pour nous, on avait cette envie que Ciel bleu appartienne à personne et appartienne à tout le monde. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Et en fait, on est allé voir justement des maisons de retraite en leur disant on a des petites choses à vous proposer, on peut vous faire de l'activité physique adaptée. C'est ce qu'on a appris à l'école. Donc, et on nous a tous dit les portes se fermaient très vite si on nous disait vous êtes fous, nous on a des gens dépendants en fauteuil et vous voulez les faire bouger. Donc voilà, il y a 2 ans, c'était pas encore la norme. Et on n'a pas lâché. Et puis on a eu une aide du conseil départemental, conseil général, qui nous a dit on va vous aider, on va vous permettre de pendant 6 mois d'intervenir dans 12 maisons de retraite pour montrer ce que vous savez faire. Et puis après, on arrêtera. Après, ça sera sur leur budget. Ils feront pas, mais on va arrêter là-dessus. Les directeurs d'établissement nous ont dit très bien, 6 mois d'animation gratuite, c'est génial. Après, on n'aura plus besoin de vous. Au bout des 6 mois, on nous a dit 11 sur 12, on dit on continue. Impossible d'arrêter. Vous changez la vie dans l'établissement, vous faites beaucoup plus que de l'activité physique. Nos mamies font venir le coiffeur avant que vous arriviez pour être prête, etc. Donc c'est génial, il y a de la vie dans l'établissement, on continue. Et le 12e a dit moi je peux pas parce que j'ai pas le budget. Et 2 jours plus tard, on était dans notre petit premier bureau de 12 mètres carrés. Et puis il y a le téléphone qui a sonné, le directeur qui a appelé, qui a dit écoutez, j'ai un problème. J'ai une pétition des familles qui dit il faut que vous reveniez. Et surtout, je suis bloqué dans mon bureau parce que j'ai des gens en fauteuil qui sont devant et qui disent tant qu'il n'y a pas Ciel bleu qui recommence, on part pas. Bon, voilà. Là, ça a décidé de ce qu'on allait faire dans notre vie. On a dit c'est ça que je veux faire. Et puis voilà, je pourrais faire toute l'histoire parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais elle est très belle en soi. L'empathie, qui est un des piliers que citait Catherine Ronge, on le comprend très bien dans votre cas, mais le prototypage, comment ça se fait sur des personnes en fauteuil ? Alors ça se fait pas sur des personnes en fauteuil, mais ça se fait J'imagine.
Ça se fait avec. En fait, on a toujours co-construit toutes nos activités depuis le départ, c'est-à-dire savoir quels étaient leurs besoins, les usages. Mais on le savait sans forcément mettre des modèles dessus. Mais voilà, c'était de la co-construction avec eux. Et puis c'est comme ça qu'au fur et à mesure, on a découvert quels étaient leurs besoins, bien sûr avec des scientifiques pour étayer nos activités, pour qu'on réponde exactement aux besoins, mais avec les usagers, avec des partenaires, parce que aujourd'hui, on est un groupe associatif, mais on a 90% de notre budget qui vient de ce qu'on fait, puisqu'on n'avait jamais de subvention, on n'était pas de la santé, on n'était pas du médico-social, on n'était pas du sport, donc on n'était pas dans les cases, donc on était obligé de trouver d'autres solutions. Et on avait des partenaires, par exemple comme H2R, qui nous a accompagnés sur plein de projets, mais pas seulement financièrement, parce que c'était pas juste lancer la chose, mais c'était des personnes qui travaillent chez H2R qui étaient capables de venir et de travailler avec nous sur les projets. Et donc cette co-construction, elle est permanente, et elle nous a permis aujourd'hui de toucher quand même, on touche actuellement 120 000 personnes en France. 700 salariés 700 salariés, voilà, avec une très grande majorité de CDI temps plein, c'est à 90% de CDI temps plein, parce que pour nous, dans nos métiers, c'est pas toujours évident de trouver un poste dans une salle de sport ou des choses comme ça. Donc voilà, c'était le départ. Et on a aussi essaimé dans 3 autres pays, puisqu'on est en Irlande, en Belgique et en Espagne, et toujours sur ce même modèle d'accessibilité de nos activités au plus grand nombre, avec beaucoup d'autres publics, puisque là vous avez quelques photos, mais on a commencé avec les personnes âgées. On travaille avec plus de 5000 institutions, des EHPAD, des cliniques, des hôpitaux, mais aussi à domicile, et puis maintenant avec des personnes en situation de handicap, des personnes atteintes de maladies chroniques, et des personnes aussi en fragilité sociale, voilà ce qui est aujourd'hui un petit peu. Et des accessoires fabriqués à... Alors des accessoires, oui. Alors pour la petite histoire, et très rapidement, en fait... Mais fabriquez où, dites-le. À Saint-Étienne. Ah. Très pratique. En fait, oui, simplement parce que à chaque fois qu'on a un obstacle, on essaie de construire collectivement avec les différents intervenants de l'association. Donc on a plein de choses en interne. On a un incubateur qui permet justement à chacun de déposer ses projets, de les travailler ensemble. On a été très surpris parce que la première fois qu'on l'a déposé on est maintenant 600. On a proposé à chacun d'avoir des idées, de nous proposer des choses, et on a eu 45 projets déposés dès le premier incubateur, donc c'était assez phénoménal. Mais on a eu un constat très rapidement, c'était que on n'avait pas les objets qu'il fallait pour travailler auprès des personnes en fragilité. Et on s'est dit, on les trouve pas, donc on va les créer. Donc on a travaillé avec des designers. Et on a commencé à prototyper des objets nouveaux. C'est par exemple, aujourd'hui on a 70% de nos personnes qui ont de l'arthrose dans les mains. Quand vous prenez un élastique classique et vous voulez travailler des exercices de force avec le haut du corps, vous glissez vos mains dedans et vous tirez dessus, mais c'est hyper douloureux parce que vous avez de l'arthrose. Donc on n'a pas inventé la roue, mais on s'est dit on va mettre des poignées ergonomiques et on va permettre aux gens de saisir ces poignées, de travailler de la même façon, mais en améliorant le système. Et en fait, donc on a co-créé 12 objets. On les a présentés à nos intervenants de terrain qui ont donné leur avis. Ils sont allés auprès des usagers, de nos bénéficiaires. Ils ont travaillé avec eux. Ils leur ont dit, alors ça leur plaisait pas. Il y avait des choses qu'ils adoraient. Mais là, vous pourriez faire ça, ça et ça. Et puis on a co-construit comme ça ces objets. On a fini par industrialiser du matériel. Et on nous a dit dès le départ, vous pourrez que l'industrialiser très très loin de la France, parce que ça va être beaucoup trop cher. Et on a dit non, on va le faire ici, on veut certaines normes, on veut des normes écologiques, on veut que ce soit du matériel qui soit bien fait, etc. Et on a dit on va le faire en France. Et on a trouvé donc près de Saint-Étienne un industriel qui a pu le faire. Et on s'est engagé. Et tout ça, ça a nous permis de créer un matériel avec toujours aussi dans l'idée de rendre tout accessible. Donc par exemple, il faut savoir qu'on a créé pour ça une entreprise, puisqu'on a un groupe associatif, une SASU, mais qui a un actionnaire unique qui est l'association. Donc ça nous permet de remonter l'ensemble des dividendes à l'association et de rendre toujours accessible nos activités. Un montage très astucieux. Voilà. Merci beaucoup. Gros applaudissements.